Il nous aura fallu plus de 3 jours à mon ami de toujours El Gringo pour nous remettre de cette défaite, de cette claque, de cette gifle. Comment on peut l'appeler, El Gringo? Ouais, les mots les plus adéquats, ils me feraient trop mal. Donc, je ne sais pas si on va les utiliser. Mais non, ouais, c'est une supériorité qui était avérée avant le match, qu'on savait. Mais beaucoup se sont voilés la face. Et même nous, on a voulu y croire à un moment donné. Mais bon, la réalité, Bon. c'est qu'il y a beaucoup trop d'écart encore. Bon, avant de démarrer cette émission, les amis, on la tourne vraiment pour vous parce que si c'était de nous, Naïm et moi, on n'a pas voulu revoir le match. Juste 2-3 actions. Mais juste avant ça, on va quand même mettre le petit jingle, le temps de vous permettre. Je sais, les gars, c'est difficile de regarder, c'est difficile de liker, mais vous savez, s'il n'y a pas de like et s'il n'y a pas de visibilité, ben, au fur et à mesure, nous, on sait que c'est trop dur mentalement pour nous. On est trop impacté psychologiquement. Donc, petit jingle, les amis, je vous laisse liker et on se retrouve juste après ça. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être au bout comme ça. Bon, Naïm, El Gringo, ça a été dur. Ça a été très, très dur mentalement. On ne voulait pas la tourner, celle-là. Vraiment. Ça a été dur. Je crois que je suis resté un quart d'heure dans le stade après le coup de sifflet final. Déjà, je suis resté tout le match. Et Respect. c'était une performance. Respect. Et ouais, très, 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 très dur parce que même si je savais qu'ils étaient plus forts que nous, même s'il n'y a aucune honte à perdre contre Paris, surtout un Paris qui est surmotivé, plus motivé que jamais, plus motivé que pour ces matchs de Ligue des Champions, et je sais de quoi je parle puisque je les vois jouer, bah, la réalité c'est que même en sachant ça, c'est très très dur de voir leur supériorité. Naïm, il y avait un plan mis en place par De Zerbi. Tu sais quoi, on va démarrer de suite par la vidéo. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Il y avait un plan. On s'est arrêté sur ce plan-là. Naïm, je l'ai figé. Le but de Zerbi, on le voit. On ne va pas chercher du tout très très haut. On ne va pas chercher à aller récupérer le ballon en pressant, que ce soit Pacho ou à la ligne de 3 défensive, ce qu'on avait vu en avant-match. Par contre, on avait prévu une grosse densité dans le cœur du jeu pour faire ce qu'avait fait Reims, pour faire ce qu'avait fait Nice. Et finalement, le plan qui a été mis en place, il n'a pas été tenu par les joueurs. Oui, on n'est pas haut, mais on n'est pas bas non plus. Il y a un bloc intéressant, on n'est pas acculé sur cette action-là. Peut-être un peu plus le cas par la suite. Mais je pense qu'il y avait peut-être de ça. Après, la position de Luis Enrique, est-ce qu'elle est volontaire dans le plan de jeu ou est-ce que c'est le rapport de force d'Hakimi qui le force à défendre là? La question se pose, mais l'énorme différence, au-delà de toute considération technique, tactique, de positionnement, de plan de jeu, l'énorme différence entre Nice et nous, c'est le Paris Saint-Germain, tout simplement. C'est vrai. Pour avoir revu le match, j'ai vu. On a un peu parlé quand même. On a un peu parlé de, finalement, on a réduit la performance de Paris au fait que l'OM a été réduit à 10. On va en parler, les gars, de ça, vous inquiétez pas. On a un gros sujet à traiter dessus. Mais finalement, c'est peut-être le meilleur Paris qu'on ait pu voir depuis le début de saison quasiment. Oui, je pense largement. Et surtout, la différence avec Nice, elle est choquante. Même si Nice a fait un très bon match, ça a été permis par des énormes erreurs techniques de Paris et parfois sans aucune pression. Je veux dire, c'est pas l'agressivité niçoise qui a entraîné ces fautes techniques-là. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas vu. Alors, j'ai beaucoup entendu, peut-être à juste titre, je sais pas, mais je suis pas certain qu'on a manqué d'agressivité de ci, de là, peut-être. Mais la réalité, c'est que leur milieu de terrain était en perpétuel mouvement et qu'ils ont fait aucune erreur technique. Donc, comment tu agresses physiquement des joueurs qui jouent en 1-2 touches de balle, qui ne perdent aucun ballon, qui font aucune faute technique et qui sont en perpétuel mouvement? On peut se poser la question, est-ce que c'est nous qui avons permis ça ou est-ce que, de toute façon, même si on voulait faire des fautes, on ne pouvait pas parce qu'ils jouaient trop bien, le coup techniquement. Et j'ai voulu mettre quand même en avant juste une image. En fait, ce que tu disais, Naïm, le milieu se projetait quand même très rapidement, et de 2, ils attaquaient en nombre, la surface. On le voit sur cette image. Il y a quasiment une ligne de 5 offensifs. C'est-à-dire qu'on voit Vitinha venir dans la surface de réparation. C'est Joao Neves, pardon. C'est Joao Neves avec Dembélé. On voit Nuno Mendes. Tu vois le geste de Murillo. Tu vois ce qu'il veut. Avec sa main derrière dans le dos, il dit
En gros, attention, il va plonger. Donc moi, je ne peux pas prendre les deux. Et en fait, c'est assez choquant, Naïm, c'est le tout début du match quand même, on est à la 5e minute de jeu. Hein. Et on voit Greenwood vraiment au petit trot. Je vais juste te faire suivre l'action. Greenwood carrément s'arrête. Mais tu me disais, toi, Naïm, finalement, allez, c'est dans la surface de réparation, c'est du 4 contre 4, on va dire. Il n'y a pas de supériorité numérique. Je montre quand même Kondogbia qui a les yeux rivés sur le porteur de balle. Donc, il n'a pas de prise d'information pour voir où est situé son vis-à-vis. Donc là, en l'occurrence, ça aurait pu être Dembélé, son vis-à-vis. On voit Rabiot qui a du retard et même, on va dire, Højbjerg, mais bon, qui arrive, parce que l'action était de l'autre côté, donc c'est normal qu'il ait du retard, Højbjerg. Hein. Mais finalement, dans cette position-là, pas de très grand danger. Non, parce que finalement, le joueur qui a un peu lâché Greenwood, il ne peut pas être trouvé dans cette situation. Et là, c'est vraiment malheureux ce qui va suivre. Parce qu'au final, Rouli tente une interception en craignant que c'est peut-être un manque de confiance les uns envers les autres quelque part. Bon, après, c'est dur quand on est gardien, le ballon arrive vite devant la cage, c'est dur de le laisser passer. Mais au final, s'il la laisse passer, il n'y a aucun danger. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'ils sont trop forts. Donc, quand tu mets ta main pour anticiper, le but, c'est de la mettre en opposition pour qu'elle reparte de l'endroit où elle est venue. Et là, quand il met sa main, tu vois bien que le ballon lui passe un peu sous la main. Et malheureusement pour lui, il n'y a pas assez de poussée dans les doigts pour pouvoir se dire je peux la rabattre. Donc, naturellement, elle va partir plein axe. Et plein axe, 900 sur 10, c'est but. Ouais, je pense qu'il a joué à l'instinct. Il a eu aucune considération. Il a dit le ballon arrive fort devant la cage. Il y a danger. Je tente d'intercepter. Ça tombe sur un Parisien. Tu vois, avant le match, je savais qu'ils étaient plus forts que nous. Je savais qu'il y avait de grandes chances qu'on le perde ce match. Mais il y avait une vraie possibilité de réaliser quelque chose. Mais ça ne dépendait pas tant de nous que d'eux. C'était s'ils n'étaient pas efficaces. Parce que c'était ça, leur problème depuis le début de l'année. Et malheureusement, au bout de 7 minutes, ils ont marqué. Alors que si on avait pu tenir les premières minutes, s'ils avaient pu rater une ou deux occasions, peut-être que les choses auraient été différentes. Parce que ce fond de jeu-là, globalement, ils l'ont avec moins d'intensité, moins de justesse technique, mais ils l'ont depuis le début de la saison. Ce qui leur fait défaut, c'est l'efficacité. Tu vas même plus loin. On avait dit qu'il y avait plusieurs facteurs pour permettre à l'OM d'avoir un grand match. Un très grand gardien. Donc, Paris, quand ils n'ont pas gagné ou même quand ils ont perdu, ils sont tombés très souvent sur un gardien en état de grâce. Donc, c'était le cas les deux sont liés. C'est grand gardien ou manque d'efficacité, voire les deux. Voilà, voir les deux. Un grand défenseur central, donc vraiment une défense solide et imperméable. Bon, Balerdi, c'est peut-être son plus mauvais match. L'un de ses plus mauvais matchs. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et il fallait aussi être capable d'avoir énormément de justesse quand on récupérait le ballon. Et je ne parle pas de Harit et de Wai. Avant l'expulsion d'Harit, qui ont ce début de match, les ballons qu'ils ont eu à jouer, bien évidemment sous pression, on le savait, ils sont venus nous chercher très très haut. On voyait Pacho qui allait jusqu'à quasiment dans nos 30 mètres pour aller chercher Wai. Et ça, il faut être capable de jouer sous pression. Et malheureusement, on a été acculé parce qu'on n'a pas su aussi jouer sous pression. Ça, on parle jusqu'au carton rouge de Amin Harit. Oui, on a été défaillant dans ce domaine-là. On savait que ce n'était pas les qualités premières d'Harit d'être juste dans la justesse de transmission, de Wai d'être bon dos à la cage sur ces ballons-là. Mais malgré tout, il y a eu une ou deux situations où on a réussi à sortir et où on s'est projeté, je te parle pareil, encore une fois, avant le carton, malgré leur énorme domination. C'est pour dire que par moment, on allait pouvoir réussir à le faire. C'est sûr que leur pressing nous a énormément gênés, qu'un joueur comme Højbjerg, par exemple, a peut-être été un peu décevant dans ce registre-là, mais ça reste très difficile. Quand ils sont à ce niveau d'intensité, il n'y a que les plus grandes équipes d'Europe qui peuvent sortir de ce pressing-là. On n'en est pas là encore. Ce qu'il fallait, c'était tenir ces minutes-là, et au fur et à mesure, le pressing allait baisser, et on aurait des possibilités de transition. À l'image d'un Rabiot, alors que, encore une fois, c'est une des rares vidéos qu'on fera où je ne reverrai pas le match parce que c'est vraiment trop dur pour moi. Et c'est toujours compliqué parce que la vision du stade n'est pas toujours la même parfois que celle à la télé. Mais j'ai trouvé Rabiot quand même, dans ce marasme, plutôt bon, voire très bon dans certaines actions, sur certaines situations de percussion justement où il se projetait. Et ça, je pense qu'on en aurait eu beaucoup plus si on était resté à 11 contre 11 et qu'on en aurait eu beaucoup plus si on était resté à 11 contre 11 à 0-0. Et là, c'est le grand événement de la soirée. La star de la soirée, on le savait, en avant-match, qu'est-ce qu'on a dit, Naïm? Ah oui. On a fait un live avec un excellent intervenant avec Mohamed
qui a été vraiment excellent. On a fait un live avec Coro Foot aussi, qui a été vraiment top. Et on disait, et moi je me souviens avoir répété plusieurs fois, si on termine ce match à 11 contre 10 ou à 11 contre 11, je dis, un match sur deux, on prend un carton rouge. L'image qui est derrière moi, Naïm, je vais quand même la mettre, parce que l'image qui est derrière moi, l'OM est l'équipe qui a pris le plus de cartons rouges cette saison en championnat. Sur 10 matchs, on a pris 4 cartons rouges. Je crois que, hormis l'époque de Vinnie Jones, Naïm, et l'époque des Crazy Gang de Wimbledon, Crazy Gang, on a rarement vu un arbitre. Voilà, on rentre dans la tête de Le Texier maintenant. Mets-toi dans la tête, toi, de Le Texier maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Tu arbitres un classico. C'est pas un match comme un autre. C'est pas un OM Nice ou un Paris contre Reims. C'est OM Paris Saint-Germain. 20e minute de jeu. Il ne va même pas voir la VAR. Ouais, je vais te dire vraiment ce que je pense. On est donc à 10 matchs. En 10 matchs, comme tu le montres, on a pris 4 cartons rouges et 2 pénaltys. Pour moi, sur ces 6 actions décisives et importantes qui méritent en partie d'avoir une attention de la VAR et qui font partie des rares cas où tu fais appel à la VAR, sur ces 6 actions, il n'y en a aucune qui est fondée. En tout cas, on peut nous taxer d'avoir une mauvaise foi de Marseillais, mais il n'y en a aucune qui est claire, nette et précise. Moi, de mon avis, clair, il y en a même au moins 4 sur 6, voire 5 sur 6, où c'est un scandale. Et donc, on en est là. Après le match d'Angers, je t'avais dit un truc, et je le maintiens fortement, c'est que les arbitres vont nous montrer toute la saison que c'est eux les plus forts. Voilà, l'intervention de Benassia, et je continue à dire, il a eu raison. Il a eu totalement raison de le faire parce que c'est normal d'accepter des choses pareilles. Donc, je le soutiens à 100% dans ce qu'il a dit. Mais c'est comme quand tu es face à une mafia quelque part. Hein, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que c'est mal si ça, mais à la fin, c'est eux qui ont le dernier mot. Et là, ce sera pareil. C'est pareil, c'est eux qui décident, c'est eux qui auront le dernier mot. Et je pense qu'ils ont décidé de nous le montrer parce qu'il n'y a aucune explication plausible pour mettre ce rouge-là. Alors, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Le fait que Nasser El Khelaifi ait un pouvoir aussi important dans le championnat de France, ben, je pense que ça pèse, comme à l'époque ça pesait pour Jean-Michel Aulas. Voilà, donc tout ça c'est une réalité, mais je veux dire, tu peux pas considérer que ce soit justifié qu'il n'ait pas besoin d'appeler la VAR. Donc ça veut dire que ceux dans le camion lui ont dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun doute, c'est rouge. Et que derrière, dans absolument toutes les émissions que tu as vues, y compris celle de Parisien, ils te disent au mieux que c'était sévère. Ouais, et tu vois, la déclaration de Le Texier, c'est ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Alors, ces explications, on les entend, hein. Mettre un adversaire en danger, justifier un carton rouge, même sans intention délibérée. La VAR a également montré un angle indisponible pour les spectateurs qui souligne la gravité de l'action. Et déclaration de Dazen, bien évidemment, dans la foulée. Dazen a diffusé tous les angles sur l'expulsion d'Amin Harit lors du match. Alors, et la phrase, bien évidemment, on l'a vu dans le supermarché. Enfin, moi, j'ai rien vu et rien écouté. J'imagine que tous ceux qui nous regardent non plus ont dû rien écouter et rien voir parce qu'on a été trop touchés. Mais comment on peut dire le carton rouge tournant du match une fausse excuse? C'est-à-dire qu'on peut réduire un match à 20 minutes de mauvaise prestation sans monter en puissance dans un match? Ben, la réalité, c'est qu'ils sont plus forts que nous. Ils auraient sûrement gagné le match. Peut-être, on n'en sait rien. Mais comme tu dis, tu ne peux pas le résumer à ça parce que quelques heures avant nous, il y a eu un Monaco-Nice où Monaco a littéralement roulé sur Nice pendant les premières 20 minutes et où il n'y avait pas de match. Il n'y avait vraiment pas de match. Monaco allait gagner largement contre Nice. Un coup de pied arrêté, but de Guessant, derrière échauffouré, carton rouge pour Nice, pour Monaco. Voilà, Nice gagne le match 2-1. Qui aurait pu dire au bout de 20 minutes, si Nice avait pris un carton rouge de la sorte et qu'ils avaient fini le match à 3-0, qui aurait pu dire que Nice allait gagner le match 2-1 s'ils étaient restés à 11 contre 11? Non, mais combien de fois on l'a vécu sur un changement de... Paris aurait pu prendre un rouge pendant ce match, il y aurait pu avoir des faits de jeu. On a eu une ou deux opportunités avant le carton rouge aussi, où on sentait qu'à chaque récupération, si on était juste techniquement, on pouvait faire mal, comme a pu faire le PSV Eindhoven, voire même Girone en Coupe d'Europe. Tu vois? Exactement. On n'est pas là en train de dire qu'on aurait gagné le match si on était resté à 11. Il y a de grandes chances qu'on l'aurait perdu quand même. Mais on voulait voir ça. On voulait voir comment on allait réagir. Il y a un coach dans les vestiaires à la mi-temps. Selon ce qui se passait avant la mi-temps, tu peux changer des choses quand il y a à 11 contre 11. Tu peux te dire, il y a des joueurs qui ne sont pas bons. On voit Amin Harit
qui n'était pas dans son match. On voyait Eli Wahi qui avait des difficultés. Tu peux te dire, en cours de match, je vais changer mon système, je vais voir d'autres choses. Mais là, quand tu as 11 contre 10 et que tu as 3-0, un but contre Tancon de Balerdi, plus un carton rouge au bout de 20 minutes, sans que l'arbitre n'aille voir du tout les images. Il n'a pas vu les images. De toute façon, l'explication de DAZN, elle veut tout dire. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était en train de se perdre dans ses explications. Donc, il a essayé de trouver une justification en espérant qu'il serait suivi par DAZN, ce qui n'a clairement pas été le cas. Et c'est la réalité. Il a tué le match. Il ne nous l'a pas fait perdre parce que, comme je dis, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on l'ait perdu quand même, mais peut-être pas de cette manière-là. Peut-être pas que tu n'aurais peut-être pas pris le même coup. Le but que se met Balerdi, est-ce que c'est pas la conséquence de ça? D'un joueur qui se dit, de toute façon, il y a 1-0, on est à 10 contre 11, on est mort. Il n'intervient peut-être pas de la même manière. Tu pourras jamais savoir. Et tu pourras jamais savoir à cause de lui. Et là, je veux revenir maintenant plus globalement sur l'arbitrage en règle générale, sans parler de l'OM. C'est-à-dire que dans la même semaine, j'ai vu l'arbitre qui a décidé du sort de Atlético Lille avec un penalty hallucinant où il n'y a absolument rien. Quelques jours après, Derby du Nord, Lens et Lille, on sait l'importance que peut avoir le Derby du Nord mentalement pour la suite de la saison. Lens était invaincu. Il y avait 0-0. Penalty imaginaire pour Lille à la dernière minute. Donc voilà, mentalement, l'impact que va avoir cette décision sur la saison de Lens, il peut être conséquent. Et encore le lendemain, je regarde Lyon et où ils obtiennent un penalty avec un angle où c'est impossible de savoir si le ballon est sorti ou pas. Et en fait, toutes ces décisions, elles sont lassantes parce que en plus, c'est souvent les mêmes équipes qui sont avantagées. C'est souvent Paris, c'est souvent Lyon. Paris n'a pas besoin de ça. Je pense que Paris serait champion sans l'arbitrage. Mais par contre, Lyon, ça leur a changé toute leur saison dernière. Bien sûr. Les erreurs d'arbitrage à un moment où ils étaient au plus mal, qui leur a permis d'enchaîner 2-3 victoires et qui les a totalement relancés, aujourd'hui, ça les amène en Coupe d'Europe. Donc ça pèse. Et nous, ça commence à être frustrant cette année parce que ce match-là, j'ai envie de te dire, allez, peut-être qu'on l'aurait quand même perdu. Lyon, on s'en tire par miracle. Parce que le match de Lyon, l'arbitrage aurait plutôt changé ta saison. Donc, il serait temps que les choses changent, mais je ne vois pas comment elles pourraient changer. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de colloque de prévu, il n'y a pas d'organisation prévue entre les dirigeants des clubs et le corps arbitral. Il n'y a pas de changement en vue, en fait. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes chaque week-end, on recommence. C'est la fameuse phrase d'Albert Einstein. Si vous pensez faire 1000 fois la même chose et attendre un résultat différent, ça ne se passera jamais. Tu auras toujours le même résultat. Ouais, le problème, il est plus grave que de la simple incompétence. Tu vois, s'ils étaient juste mauvais, ça pourrait aller parce que s'ils avaient la bonne attitude, s'ils étaient à l'écoute, ils espéraient changer les choses, s'améliorer, on pourrait penser qu'on irait de l'avant. Le problème, il est au niveau de l'attitude. C'est vraiment, ils rentrent sur le terrain en se disant, c'est moi qui décide quoi qu'il arrive. Et tu as vraiment l'impression que aller voir la VAR, c'est se déjuger, dire que j'avais tort et d'avoir un ego tellement disproportionné, tellement surdimensionné qu'il n'accepterait pas. Ah non, mais c'est vrai. Tu vois, et pareil entre eux, ils ont une solidarité malsaine. C'est-à-dire que celui à la VAR qui ne lui dit pas d'aller voir, ça doit sûrement être dans le sens allez, je ne veux pas le mettre en porte-à-faux en disant qu'il a fait une erreur. Alors que c'est l'inverse. C'est un outil qui est là pour les aider. C'est vrai qu'il y a quand même là énormément de tension sur les matchs. Il y a énormément d'enjeux. Alors, il y a un dernier point qu'il faut qu'on aborde, Naïm, et on ne veut pas parler pendant des heures de ce match-là parce qu'on l'a déjà assez subi. Est-ce que, finalement, le jeu médiatique n'est pas en défaveur de cette OM version 2024-2025? La déclaration de Riolo, elle est glaçante. Hein. Oui, après, Riolo, honnêtement, même si c'est quelqu'un qui est intelligent, qui peut avoir des analyses pertinentes, il a souvent un rôle de clown qu'il assume. Je pense que c'est volontaire. Dire il reste 2 matchs et sinon 2 Zerbi c'est fini, c'est clownesque. Mais ça reflète l'état d'esprit de pas mal de gens qui vivent à l'instant présent et qui, après cette défaite-là, te disent que ça y est, c'est terminé. 2 Zerbi c'est bidon, Greenwood c'est surcoté. Non, on en est même pas. Nous, vraiment, en fait, c'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est eux qui, depuis le début, n'arrêtent pas de dire ouais, c'est Riolo le premier qui disait cet OM-là doit jouer le titre. C'est eux qui te disent ça et qui, après, derrière, à l'image d'un Dimeco, te disent ouais, on nous a survendu cet OM. Et c'est vous qui l'avez survendu. Nous, par exemple, ici, depuis le début, on a le même discours. Cet OM-là est en avance de phase. C'est déjà beau d'être 3e
avec une équipe totalement modifiée, avec un entraîneur qui a une nouvelle philosophie assez difficile à assimiler. Depuis le début, on vous dit Monaco, Paris, c'est pas dans notre objectif. Notre objectif, c'est la 3e place et ce sera pas facile parce que même des équipes comme Lille ou Lyon ont de l'avance sur nous. Ouais. Après, on a d'énormes qualités individuelles, donc peut-être qu'on réussira de belles choses. Moi, je reste confiant. Je pense qu'on peut faire une belle saison, mais ne jamais perdre de vue qu'on est en reconstruction et que finir 3e, ça serait magnifique dès la première année. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que le championnat de Ligue 1 a toujours été taxé d'un championnat mineur, seconde zone, Farmer League, peu de résultats en Coupe d'Europe, mais est-ce qu'on peut dire sur ce début de saison que les clubs français en Coupe d'Europe font partie, on est dans le top 2 des pays avec les meilleurs résultats depuis le début des campagnes européennes. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a un championnat qui est très, 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 très difficile? Je ne dis pas que c'est le plus beau à avoir joué, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a un championnat très difficile et que jusqu'à quasiment la 11e place, tu peux perdre ou gagner, peu importe les matchs? Moi, je te l'ai toujours dit. Ça a toujours été ma philosophie, c'est que le championnat de France, et en particulier quand il y a un joueur de l'OM, parce que c'est ça aussi, jouer à l'OM et jouer à Rennes, tu ne fais pas le même championnat cette année. Quand il y a un joueur de l'OM, le championnat de France, pour moi, c'est un des plus difficiles. Parce que c'est peut-être le plus physique. Et quand tu as des équipes qui sont ultra physiques et qui sont motivées comme jamais parce que c'est le match de l'année contre toi, eh ben ça nivelle énormément les niveaux, ça restreint les différences et c'est pour ça que le championnat de France est compliqué. Je pense que les résultats en Coupe d'Europe sont aussi conditionnés par la nouvelle formule qui fait qu'il y a moins de calculs. Avant vraiment tu calculais chaque match. Maintenant tu peux pas connaître le calendrier de tous tes adversaires. C'est tellement compliqué que je pense que les équipes elles jouent sans trop réfléchir. Mais oui, c'est la réalité, c'est que malgré tout, le championnat de France est difficile. Et comme tu dis, si tu vas jusqu'à la 10e ou la 11e place, c'est que des équipes qui peuvent prétendre à l'Europe sans problème. C'est-à-dire plus de la moitié de ton championnat. Lens, Lille, Rennes, Nice, Monaco, Reims. Même des équipes comme Strasbourg sont difficiles à jouer. Strasbourg, Brest, cette saison. Brest qui vient de finir 3e. Donc, et qui enchaîne des performances en Ligue des Champions de niveau assez incroyable. Est-ce qu'on peut vraiment qu'est-ce qu'on peut finalement où est-ce qu'on peut se dire que l'OM doit être au 31 décembre déjà, première phase? En lutte pour la 3e place. Pas décrocher, à portée de tir du 3e en espérant que ce soit nous, mais et avoir de plus en plus de certitude dans le jeu. Il faut aussi rappeler qu'on n'est pas épargné quand même depuis le début. Tu as parlé des cartons. C'est incroyable. On peut aussi parler des blessures. Oui, Merlin absent depuis plus d'un mois et quelques, qui a raté ses 6 ou 7 matchs. Lui qui était peut-être le meilleur sur la préparation. On n'a jamais pu mettre 2 fois la même défense. On a un joueur dont on ne saura jamais vraiment la qualité qu'il a, Carboni, qui était peut-être un joueur qui aurait été important cette année. En tout cas, le coach misait beaucoup d'espoir en lui. En Argentine, tout le monde dit énormément de bien de lui. Donc, c'était peut-être un joueur dont on n'a rien vu et qui aurait énormément apporté. Moi, depuis le début, je dis que Ismaël Koné, de ce que j'ai vu, c'est très, très, très impressionnant. Mais à l'OM, on n'a rien vu encore. Soit il était blessé. On est en phase de rodage avec des points. Des points d'avance. Et on a un calendrier. Là, on joue Nantes, on joue Auxerre dans les 2 prochaines journées, juste avant la trêve. C'est ça, il ne me manque pas de match avant la trêve. Non, Nantes, Auxerre. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut se dire qu'au 31 décembre, si on est top 3, la première partie de saison sera réussie. Peu importe les résultats face à Paris, Monaco, voire même Lille et Lens. Ce sera une grande réussite même. C'est certain. C'est certain. Le match de Paris fait mal et au fond de nous, on les oublie jamais, ces grosses défaites-là. Mais quand le championnat avance, si tu continues à prendre des points, ça restera derrière toi et c'est le plus important. Il y a beaucoup plus de points à prendre contre les 16 autres équipes que contre Paris. Donc voilà, c'est sûr que ça fait mal. Voilà. Moi, le premier, j'étais au stade, j'étais anéanti. On a presque failli ne pas tourner cette vidéo-là pour dire à quel point ça nous a impacté. Donc, on minimise pas la défaite. On ne dit pas non plus que le carton rouge fait qu'on a perdu le match. C'est pas vrai. On dit juste qu'on ne saura jamais et qu'il y avait une possibilité pour que le match change. Donc voilà, je veux juste, à travers cette vidéo-là, ce que j'aimerais transmettre, c'est vraiment arrêter avec la négativité chaque fois qu'il y a une contre-performance. Et vraiment à l'image de Dimeco, et pourtant on aime tous Eric Dimeco, on sait ce qu'il représente à l'OM, mais il est beaucoup trop négatif dans ses analyses d'après-match les jours de défaite. Vraiment,
pour moi, tu peux pas enterrer tout un projet après 10 matchs. On n'en est qu'à 10 matchs. 10 matchs avec cette équipe, 10 matchs avec cet entraîneur. La plupart des joueurs qui jouent, ils en sont à leurs 10 premiers matchs avec l'OM. J'ai envie de prendre le parallèle. Bon, attention, je ne compare pas l'OM au Real de Madrid, hein, mais le Real Madrid qui perd 4-0 face au Barça à domicile, qui perd contre Lille en Ligue des Champions. On parle du Real Madrid, tu vois. Et pour autant, c'est un club qui a tout gagné la saison dernière et qui finalement n'a pas changé son effectif, si ce n'est l'arrivée de Mbappé. Et depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années. Depuis l'année dernière. Et c'est vrai que le fait de vouloir tout brûler pour tout reconstruire, c'est un mal français probablement et encore plus marseillais. Moi, je dis Naïm, on sait que la saison elle va être longue. On a vu plusieurs visages de l'OM depuis le début de saison de toute façon. On a vu c'est normal. Ce qui est logique. L'OM se cherche. Donc l'OM se cherche. L'OM doit trouver finalement l'adéquation entre le discours de l'entraîneur, ce qu'il a dans sa tête et ce qui doit se passer sur le terrain. Les joueurs doivent être aussi à 100% de leur capacité. Pour le moment, moi j'ai envie de dire, en ayant tous ces éléments négatifs, qu'on soit troisième, bon, quand ça va tourner du bon côté, on peut se dire qu'on risque d'avoir une belle série. On peut l'espérer. On voit que Rabiot monte en puissance. Comme j'ai dit, Koné, on ne l'a pas encore du tout vu. Ro, on l'a vraiment pas beaucoup vu encore. Et le peu qu'on a vu, c'était très, très prometteur. Donc, il y a des joueurs qui peuvent, bon, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais il y a des joueurs qui peuvent s'imposer, comme Wai, qui ont du potentiel en tout cas. Donc, voilà, vraiment, cette vidéo d'après-match, si on l'a faite, c'est pour essayer de redonner à ceux qui nous verront de la confiance, parce qu'il y a matière à avoir confiance malgré tout. Oui, on ne sera pas au niveau du Paris Saint-Germain, c'est une certitude. Tu ne rattrapes pas 12 ans de retard en 10 matchs, peu importe l'entraîneur que tu as, peu importe les joueurs que tu as. Tu ne rattrapes pas 400 millions d'écart de budget en 10 matchs. Donc voilà, ça c'est une certitude, mais ça ne veut pas dire qu'on fera une mauvaise saison. Moi, je continue à penser qu'on a vraiment une très bonne structure au niveau des dirigeants, qu'ils ont fait un très bon travail cet été, que l'équipe qu'on a sur le terrain est très bonne. Voilà, vraiment, cet effectif est très bon, mais il y a des automatismes à avoir, il y a un style de jeu à appréhender. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on a vu que quand ça roulait, contre Montpellier, contre Brest, on a vu qu'on était capable de faire contre Toulouse, de faire très très mal. Ça sera encore irrégulier pendant un temps, mais j'ai espoir qu'on monte en puissance et que ce match-là, finalement, ça restera qu'un micro-événement dans l'année, même si, comme je l'ai dit, on l'oubliera jamais, à l'instar de toutes les grosses défaites qu'on a eues au Vélodrome. Bon, en tout cas, les amis, je sais que c'est dur d'aller au bout de ce genre de vidéo-là. Je ne sais pas qui ira jusqu'au bout. Respect si vous avez à ceux qui iront jusqu'au bout. Ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, on peut le savoir. Vous savez comment si vous nous donnez le pronostic du prochain match de l'Olympique de Marseille avec le buteur. Donc, si vous ne mettez pas dedans, on sait que vous n'avez pas été jusqu'au bout, les gars. mais on ne vous en voudra pas, clairement. On ne vous en voudra pas parce que même nous, on ne voulait pas aller jusqu'au bout. Même moi, je vais y partir là. Bon, écoute, merci aux abonnés, les gars, à ceux qui nous suivent. On reçoit tous vos messages. Je rigole encore parce que je disais à Naïm, avant le match, on avait fait un sondage le soir pour savoir si on tournait le lendemain matin ou alors le mercredi. Vous avez vu, on a tenu notre parole. On avait dit si l'OM gagne lundi matin, pétante à 9h, vous aurez la vidéo. Et si l'OM perd, ce sera peut-être mercredi et encore. Et les messages derrière sont tellement extraordinaires. On va leur mettre 4-1. C'est l'année ou jamais. Putain, les gars, vous tombez toujours dans ce panneau-là. À chaque fois, vous y croyez quand vous manquez d'expérience, les gars. Nous, on le sait. Moi, je le savais. Pas une fois, même quand on a fait les pronostics, je disais 2-2. Et je savais au fond de moi, je dis, si on fait 2-2, je serais très, très, très heureux de faire nul. Parce que je voyais déjà les carences qu'on a depuis le début de saison. Et je savais qu'elles n'allaient pas être gommées en un match. Donc, par contre, ce qui est vrai, c'est que vraiment, on l'a vraiment tourné pour ces gens-là. Voilà, tous ces gens qui nous mettent des messages incroyables dans les commentaires. Ouais. C'est la vérité. Hein. Je pense vraiment que sans ça, on aurait fait comme si de rien n'était. On aurait fait l'avant-match des ventes. Ni vu, ni vu. Bon, écoute, merci à tous les gars, encore merci à toi, le Gringo. On se retrouve normalement vendredi pour l'avant-match face à Nantes et en espérant des jours meilleurs. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, allez l'OM.